Bonsoir. Voici un an que le Cameroun a vécu la catastrophe ferroviaire la plus tragique de son histoire. Un an que la douleur des disparitions traverse les cœurs des familles rescapées. Un an que les proches des disparus peinent véritablement à croiser tranquillement les doigts et faire le deuil. Un an que le procès traîne devant les juridictions compétentes à travers le pays. Un an qu'on attend les indemnisations. Un an que le silence se fait régulier dans notre contexte, un contexte marqué par la prise de la parole officielle rare. Les acteurs de premier plan interpellés dans le cadre de cette affaire à la responsabilité engagée, bien sûr, peinent eux aussi à prendre véritablement la parole dans l'espace public, comme si les conséquences psychologiques étaient négligeables dans cette affaire, comme si la manifestation de la vérité se fera élastique. Ce soir, Regard Social va fouiller dans les profondeurs d'un événement tragique qui a marqué négativement l'histoire du Cameroun, la catastrophe ferroviaire des ECA. C'était un 21 octobre 2016. Ce soir, nous allons justement dépouiller les idées dans une affaire à plusieurs tunnels, restituer la réalité du quotidien des familles de victimes et autres rescapés. Et le schéma de ce soir se voudra tout à fait pédagogique, avec une démarche qui est une démarche connue dans cette émission, un témoignage, récit de vie pathétique des témoins de cette histoire tragique dans notre pays, reportage exclusif qui mettra en lumière le drame des familles, les batailles juridiques et surtout les silences complices. Et puis le regard des experts, comme il est de tradition en deuxième partie dans cette émission. Et cette émission se voudra une édition bilan pour évaluer le processus de gestion d'une catastrophe ayant marqué négativement l'histoire du Cameroun. 12 mois plus tard, où en est-on? Que deviennent les familles des rescapés? Que deviennent les disparus? À quoi ressemble leur quotidien? Autant de questions qui auront des éléments de réponse dans un très court instant. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes. Alors, souvenez-vous, c'était un 21 octobre 2016. C'était un vendredi. Vendredi après-midi, alors que le soleil affichait ses rayons les plus radieux, subitement, une onde de choc a traversé le pays. Il s'agissait d'un déraillement d'un train parti de Yaoundé à destination de Douala. Ce déraillement était survenu à Ezeka, dans le Cameroun. Évidemment, ce fut le début d'un feuilleton. Le bilan était lourd. Je vous propose de revivre ces moments en images et puis juste derrière le récit de quelques témoins, quelques rescapés. A tout de suite.
C'était en octobre 2016, il y a exactement un an. Un an que dure ce moment douloureux, un an que le Cameroun a connu l'une des catastrophes ferroviaires la plus sévère, la plus dramatique de son histoire. Et parmi ces passagers se trouvait Dorette Dissaké, dont son époux est sans nouvelles depuis ce fameux vendredi devenu noir. Il a accepté ce soir de partager ce moment avec nous. Il a mobilisé toutes ses forces pour partager ce moment avec nous. Ce soir, Maître Thomas Dissaké est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Kwamon. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé ici. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de contribuer à votre manière à la recherche de mon épouse, parce que je suis, comme vous le savez, en train de la chercher. Et les images que vous venez de montrer, je les ai regardées pour savoir si elle était parmi les gens qu'on pouvait tomber par-ci, par-là. Je les ai regardées très bien. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vue là-dedans. Si elle était là-dedans, je vous aurais dit, tiens, la voilà là-bas. Non, mais ce n'est pas le cas. Et nous avons là en image votre épouse. Voilà. Maître Dorette Dissaké. Ce n'est pas malheureusement ce qu'elle avait le jour où elle a voyagé. Elle avait une coiffure afro, un pantalon noir, le haut je ne sais pas très bien, mais la voici. C'est elle qu'on cherche. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que si vous voulez déjà que je vous relate l'histoire, elle a voyagé avec des amis. Une dame libérienne et sa fille qui ont dormi chez nous. La dame était venue accompagner sa fille qui devait prendre le visa pour les États-Unis. Et elle devait venir rendre visite à ses belles-sœurs à Douala. C'est moi qui leur ai acheté des billets à la gare où il y avait un encombrement fou. J'ai été bousculé, comme beaucoup de gens, pour accéder à l'achat des billets. Justement, et il faut rappeler que cette forte demande de billets était due à la rupture de la route. Oui, de la route. Beaucoup de gens se sont abattus à la gare. Douala-Yaoundé, voilà, au niveau de Maniang. J'ai eu les billets parce que la caissière principale de la gare de Yaoundé, Madame Pokossi, qui me connaît bien, puisque comme d'habitude, on prenait régulièrement le train, a pris mon argent et les cartes d'identité. Elle est allée à la caisse, elle nous a acheté les billets et nous a remis. Mon épouse et ses amis sont montés devant moi dans le train, dans le wagon, devant moi. Et on s'est dit au revoir, comme beaucoup de passagers disent au revoir aux leurs qui viennent les accompagner. Le train a démarré devant moi, j'étais à la gare. J'ai même eu le temps, à 12h30, je me souviens, je lui ai passé un coup de fil pour lui dire que j'ai réservé le taxi qui habituellement vient nous chercher à la gare de Bessengue. Et c'est à 13h, donc, que nous apprenons que le train a déraillé. Vous l'apprenez comment? Dans quelles circonstances? Je ne me souviens plus, mais je crois qu'il y a eu des bruits. Je ne me souviens plus comment la nouvelle m'est parvenue, mais on a entendu ça, je crois, à la radio, à la télé et tout ça. Et j'ai regardé les premières images de cette catastrophe, je les ai suivies dans votre chaîne. Vous les avez transmises pendant longtemps. Longtemps, je me souviens. C'est la première chaîne que j'ai suivie qui montrait comment les wagons sont décrochés. Elle était dans le wagon de première classe qui suivait celui qui ne s'est pas décroché. Parce qu'il y a eu des wagons qui sont décrochés. Il y a un qui est resté avec la motrice et le wagon de marchandises. Tout à fait. Et j'ai vu tout l'image, pour ce que vous avez montré jusqu'au bout. C'est là, je suis donc allé à la gare, je crois, je ne sais plus, vers 14h, 14h30, voir le chef de gare pour lui demander qu'est-ce qui se passe.
Bon, je crois que ce monsieur était lui-même très embarrassé. Il était en train d'organiser un attelage de train, de wagon pour aller à Ezeka. J'ai gueulé parce que je n'avais pas de nouvelles. J'ai essayé d'appeler. Son téléphone ne répondait pas. Après, je crois que je suis rentré à la maison. Attendre. Et autour de peut-être 16 heures, hein, je ne maîtrise plus les heures exactement, 16 heures, c'est ma belle-sœur qui m'appelle, qui me dit, mais Dieu soit loué, ta femme n'a rien eu. Ah bon? Oui. Pourquoi ma femme n'a rien eu? C'est parce qu'il y a il y a deux messieurs qui ont voyagé dans ce train. Je cite des noms aujourd'hui pour que l'histoire le retienne. Oui, et que si ces gens-là m'entendent, ils réagissent. Il y a un certain monsieur Mungue, Daniel, qui est inspecteur des douanes, qui travaille au guichet unique, que nous avons rencontré le lundi soir à Bounam Sadi, chez un de mes confrères, Maître Ndoki, et qui nous a décrit, parce que nous avons ce téléphone, et qui nous a décrit comment ça se passe. Le téléphone de qui? De mon épouse. Donc 3 jours après le drame. Oui. Alors, le jour même, on a eu le téléphone le même jour. C'est 3 jours après le drame que j'entre en contact avec ce monsieur et ses amis. Bon. Parce que quand il y avait des appels, il y a un monsieur qui s'appelle M. Foumeton qui a décroché le téléphone parce que c'est lui qui détenait le téléphone de mon épouse. Et on lui a dit de le remettre à ma belle-sœur au marché des fleurs. Il partait sur Douala, arrivé au marché des fleurs, ayant vu la ressemblance entre ma belle-sœur et sa sœur, il lui a dit, cette personne qui a ce téléphone n'a rien eu. Et c'est cette information que ma belle-sœur me transmet. Il s'est dit qu'elle était votre épouse. Comment? Il y a eu confusion alors? Oui. Bon, il confond. Je ne sais pas si c'est une confusion. Toujours dit que ce n'est pas qu'il a pris pour mon épouse, mais c'est la ressemblance qui lui a fait dire. Parce que je crois qu'il semblait dire que j'ai vu cette dame, elle ressemble à celle-ci à qui je remets le téléphone. Il lui a donné donc cette information. À quel moment vous rendrez-vous que votre épouse est portée disparue? Non, le même jour, puisqu'on l'a cherché. On l'a cherché. Ma belle famille est allée, l'une de mes belles-sœurs est allée à Ezeka avec un de mes beaux-frères. Ma belle-sœur qui est pharmacienne ici à Douala, avec un de mes beaux-frères qui est à Eneo. Ils sont arrivés à Ezeka à 20h. Ils ont cherché, c'est-à-dire vendredi à 20h. Ils ont fait des recherches partout. Partout. Bon, moi, comme me disait mon beau-frère, parce qu'on était en communication téléphonique régulièrement, il m'a dit, lui n'a pas eu le courage d'aller où sont exposés les corps, mais ma belle-sœur qui cherchait sa sœur est allée là où sont exposés les corps, après avoir regardé dans les petites structures locales. Elle n'a pas vu sa sœur. Ils ont même passé la nuit à Ezeka, attendre le lendemain, pour qu'on soulève ce fameux wagon 1321 de première classe qui était tombé devant l'entrepôt de la gare d'Ezeka. Je crois que si on n'a pas enlevé les wagons, jusque-là, il y a encore. Ils n'ont rien vu. Ok. Alors, ça fait 1 an que le silence dure, que vous n'avez pas de nouvelles de votre épouse, que vous appeliez affectueusement maman. Oui. À quoi ressemble votre quotidien? Non, vous savez, je ne veux pas faire le malheureux ici, mais c'est dur. C'est dur parce que quand vous n'avez pas le corps d'une personne qui est censée avoir voyagé, et qui pourrait être parmi les morts, vous ne dormez pas. Mais vous dites, mais où est-ce qu'elle est passée? Puisque des recherches ont été faites. Je tiens le coup parce que
les natures sont un peu différentes les uns des autres, entre les gens. Je tiens le coup. Mais il n'y a pas de nuit où je me pose la question, mais où est passée mon épouse? Quand on sait par ailleurs que dans les heures qui ont suivi, le ministre de la Communication, Issa Chiroma, a donné le nombre de morts et disant en même temps qu'il n'y a pas eu de disparus. Je me souviens, quelques jours après avoir réagi en lui disant, mais monsieur, vous dites qu'il n'y a pas de disparus, mais moi, mon épouse, qui est notaire, que votre épouse connaît parce qu'elle a fait des actes chez elle, je ne la vois pas. Bon, il m'a appelé pour s'excuser, il m'a promis de m'écrire. Jusqu'aujourd'hui, j'attends sa correspondance, elle n'est pas là. Bon, je me bats, j'ai interrogé tout le monde, les autorités. Vous en avez saisi? J'ai saisi le Premier ministre, j'ai saisi le ministre de la Défense, j'ai saisi le secrétaire d'État de la Défense qui m'a reçu, j'ai saisi M. Mbargangele, toutes les personnalités de la République qui gèrent le dossier, y compris le ministre de l'Art, M. Sadi René. Je ne cesse d'écrire, je ne compte plus le nombre de lettres écrites et de relances pour qu'on me dise où est passée mon épouse. Que vous a-t-on répondu? Bon, le Premier ministre m'avait reçu. Pour vous le dire, moi et ma belle-sœur, on lui a expliqué et il m'a dit, mais alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Je dis non, attendez. Dans un État, c'est l'État qui a les moyens, les services. Et au moment où il me recevait à l'époque, on était déjà plus de 5 mois, je dis non. Au moment où nous sommes, les recherches ne doivent pas se limiter à la zone des ECA, puisque la zone des ECA a fait l'objet d'une fouille par la famille elle-même pendant au moins 5 jours. On a affiché les photos de ma femme à Ezeka. On a immobilisé les jeunes de la famille. On a fait des battues aux alentours. Et je dis au Premier ministre, non, ce n'est plus à Ezeka seul qu'il faut chercher ma femme, vivante ou morte. Et quand je me suis entretenu avec le secrétaire d'État à la gendarmerie, je lui ai dit, il y a les brigades de gendarmerie par arrondissement dans ce pays. Et je crois que c'est les services de recherche. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Jusqu'aujourd'hui, on est là. Mais lorsqu'on a partagé 27 années de sa vie avec une femme qu'on a aimée et qu'on se retrouve subitement sans nouvelles d'elle, comment on vit ça? À vous dire la vérité, les premiers jours, c'était très difficile puisque j'avais des tensions qui montaient à 18 degrés, à 18. Mes tensions étaient à 18 et j'ai même eu un choc dans l'œil que les ophtalmos ont regardé, ils ont vu. Il y avait un nerf dans l'œil, sur la pression sanguine avait fait déplacer un nerf à l'œil. Il y a des photos et ils ont diagnostiqué un début de glaucome. Je n'avais jamais eu ce genre de problème. Vous le levez le matin, vous êtes lourd. Bon, aujourd'hui, ça s'est décanté parce que, bon, 1 an après, vous gérez ça autrement. Je dois être en bonne santé parce que mon combat n'est pas fini. Cette émission est une occasion où je dis que tous ceux qui la suivent, comme ils en ont suivi d'autres, qu'ils regardent dans leur environnement. S'il n'y a pas une personne comme ça qui déambule, ou que quelqu'un a séquestré dans sa maison, ou alors, bon, qu'on aurait enterré par hasard. Toute personne, qu'elle ait le courage, qu'elle n'ait pas peur, je n'irai pas, elle ne fera l'objet d'aucune poursuite. Ce que je veux, ce que la famille et les amis veulent, c'est ma femme. Ce n'est pas après les dédommagements ou les poursuites de quoi que ce soit. Non, nous voulons notre être qui nous est cher. Toute personne alentour qui a une mémoire, qui se dit, j'étais dans ce train, j'étais avec cette dame, quand le drame est arrivé, je l'ai vu tomber par ici, je l'ai vu parce qu'on a regardé dans la zone, on n'a pas vu. Ok. Alors, quelle est l'attitude de la société impliquée dans cette catastrophe ferroviaire à votre égard? Est-ce que jusqu'ici, vous avez bénéficié d'un quelconque accompagnement psychologique? Non, je suis catégorique. D'ailleurs, j'ai écrit à Camrail
Et je leur ai demandé une assistance psychologique. Ils m'ont sorti une litanie du genre, le président Paul Biya a débloqué une somme d'1 milliard de francs, je ne vois pas ce que ça venait faire là-dedans. Parce qu'ils se cachent aujourd'hui derrière le milliard de francs pour dire, et ils disent que je ne suis pas une victime directe. Mais en droit, aujourd'hui, on a la notion de victime collatérale. Vous perdez une femme avec laquelle vous vivez, vous avez vécu tous les jours. Comment ça peut ne pas vous déranger? Les gens me trouvent même, et ils ont raison, ils trouvent que je suis fort. Il y en a qui auraient eu des AVC. Il y en a eu. Il y en a eu. Moi, je tiens encore bon. Ils m'ont dit non, ce n'est pas leur affaire. Même dans le domaine de la recherche, c'est moi qui ai obligé, je dis obligé, l'ancien directeur Vandenberg qui est parti, à qui j'avais écrit une très méchante lettre, je le dis ici aux antennes, je lui avais demandé qu'il aurait dû démissionner, parce que mettre un train comme ça en route et en marche avec cette catastrophe, par dignité, il aurait dû démissionner. J'ai une lettre, je lui ai écrit ça. Mais pourtant, on a appris, au lendemain de cette catastrophe ferroviaire, qu'une cellule d'écoute et d'accompagnement psychologique avait été mise sur pied. Elle ne m'a jamais écouté. Je suis à Yaoundé, et on ne m'a jamais écrit ou appelé. Ils avaient mes numéros, puisque j'ai saisi le Camrail par lettre manuscrite le lundi 23 octobre. Une lettre manuscrite dans laquelle je leur demandais que je recherche ma femme. Parce que quand je vous dis, je peux vous raconter même l'anecdote, j'arrive à la gare de Bessenguet, je suis en train de demander, et c'est une dame, Madame Guater, qui travaille là-bas, qui appelle un policier qui travaille avec eux, qui lui dit, mais ce monsieur cherchait sa femme depuis. Nous ne savons pas ce que nous devons lui dire. Bon, et le policier téléphone à ses collègues à Ezeka. C'est à Ezeka qu'on apprend que son nom est dans une liste des gens disparus. On ne sait pas si c'est une liste de disparus, de décédés ou tout ça. Bon, alors, je reviens vers eux. Eux aussi, à ce moment-là, téléphone, ils ont la même information et que le nom de ma femme est dans une liste. Je repars à Ezeka avec la famille. Parce que je veux savoir dans quel état, comment ce nom est arrivé dans cette liste et dans quel état elle était. J'ai rencontré le médecin responsable d'Ezeka. On lui a montré la photo de ma femme. Ce monsieur a dit mordicus. Que non, il a vu cette dame, elle est morte. Mais ma belle-sœur le contrarie, dit non. Moi, j'étais là le jour où cet accident est arrivé. J'ai regardé, ma soeur, je ne l'ai pas vue. Et il précise que cette dame avait un numéro de téléphone. On appelle, ce numéro répondait à une autre personne. Et même, il faut vous dire ceci, que le nom de ma femme dans cette liste était écrit en rouge. Et ce monsieur, ce même médecin qui confond sa photo, dit que non, son nom n'aurait même pas dû être dans cette liste. Et il dit, bon, puisqu'il y est déjà, on ne l'enlève plus. Autant d'incongruités qui nous font dire, mais il y a quelque part. Alors, quelqu'un nous explique, un jeune médecin qui s'est trouvé là, il dit non, c'est lui qui a écrit ça parce que, et il n'a pas, il a utilisé un bic rouge parce que c'est ça qui était à côté, et parce qu'il a reçu des Alors, téléphones. un an plus tard, compte tenu de toutes les démarches administratives que vous avez engagées dans le processus de recherche et de la manifestation de la vérité dans cette affaire, quelles sont vos hypothèses à ce jour? Vous savez, tant qu'on n'a pas vu le corps de sa personne, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas qu'elle est vivante et qu'elle est quelque part, que dans le fouillis qui est arrivé, quelqu'un l'a prise pour l'amener je ne sais où et pourquoi. Cette hypothèse n'est pas exclue puisque nous avons une correspondance officielle. Quand le ministre de la Santé vous dit
après des recherches menées tant dans les hôpitaux publics que privés, nous ne pouvons pas donner d'informations sur le cas de Mme Dissaké. Vous dites, elle est bien quelque part. Elle est bien nécessairement quelque part. Il y a eu, et j'ai demandé aux autorités, on a parlé de 79 morts. Dans ces 79 morts, il y a des hommes et des femmes. Mon épouse est une femme. On ne peut rien me donner comme réponse. C'est quand même bizarre. Ma femme a voyagé en première classe. Un accident a eu lieu, une catastrophe a eu lieu en plein jour. Qu'on me dise que, bon, sauf si on vient me dire, et ça, les autorités refusent de dire qu'on a enterré les gens à Ezeka, et ils ont donné les raisons pratiques pour lesquelles cette thèse ne peut pas évoluer. Et bon, moi, je suis en particulier, je ne peux pas me permettre de dire ce genre de choses comme si j'ai une preuve. Je ne peux apporter aucune preuve de ces déclarations. Et on s'en tient à ce que l'État dit. Il n'y a pas eu d'enterrement de gens à Ezeka. OK. Alors, quel que soit l'endroit où se trouve votre épouse ce soir, quelles que soient les hypothèses, aurez-vous un message pour elle? Oui, bien sûr. À elle-même d'abord, si elle peut entendre, ou aux gens qui la détiennent, je ne sais pas pour quelle raison, y compris, je dis bien, dans l'hypothèse de la mort, un après, je ne peux pas exclure une hypothèse. Si elle est morte et des gens auraient vu un enterrement bizarre ou d'une personne inconnue dans une zone, qu'ils signalent. Mais si elle est vivante, que ceux-là qui l'ont enlevée dans un moment où elle serait étourdie, elle a eu un choc, elle ne sait pas s'orienter. Mais pour quelle raison on le ferait? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Je ne peux pas vous dire. Il y a un désordre. Quand on vous décrit une catastrophe comme ça, c'est des choses inattendues. Et il doit y avoir eu un désordre fou à cet endroit. D'abord, un sauf-qui-peut pour ceux qui pouvaient marcher, et puis tous les autres. Vous pouvez bien imaginer. Okay, y compris, pourquoi pas, je dis, quelqu'un qui aurait profité d'une faiblesse d'une personne et l'amener, je n'en sais rien. Alors, quel message lui adressez-vous? Non. Votre épouse. Oh, lui adresser un message, c'est très dur. Ce qui est sûr, c'est que si elle m'entend et qu'elle est quelque part, bon, elle demandera à ceux qui l'ont séquestré, elle fera tout pour essayer de faire quelque chose, de retrouver sa famille. Si elle a toute sa lucidité, mais qu'elle ne peut pas faire un geste, bon, qu'elle trouve moyen de signaler quelque part et envoie des messages à moi, aux enfants, aux membres de la famille. Elle est dans une grande famille qui a des gens qu'elle connaît. Bon, elle ne peut pas malheureusement avoir le numéro de téléphone de tout le monde qu'elle demande, mais je suis un avocat. Les gens voient, je peux donner le numéro de téléphone, mon propre numéro de téléphone. Je réponds au 699 96 63 52 et qu'il vous téléphone à vous, Equinox. Mais que les gens n'appellent pas pour dire du n'importe quoi. C'est une douleur. Quand vous donnez une information, il faut qu'elle soit fiable. Il faut qu'elle soit fiable. Ne donnez pas des informations qu'on ne peut pas exploiter, okay. ainsi de suite. Et aux autorités, quel message? Que les autorités sachent, et elles le savent très bien, que je continue à chercher mon épouse. Et je rappelle, d'ailleurs, permettez-moi de le rappeler, comme mon épouse est notaire, dans ce pays, les notaires sont nommés par décret du chef de l'État. C'est ce qu'elle a eu en 2008. Donc, c'est une autorité qu'on cherche. Et les autorités doivent s'investir à chercher une personne à qui le gouvernement a délégué une partie de ses pouvoirs pour travailler à ses places. C'est une autorité qui est perdue, qu'on recherche, qu'on redouble d'efforts pour la retrouver. J'estime quant à moi que l'État a des moyens pour pouvoir un jour venir me dire, maître, vraiment, voilà ce que nous avons pu trouver, votre femme est dans telle zone, ou alors votre femme a été enterrée quelque part. Je leur dirais, bon, alors à ce moment-là, ouvrez cette tombe, on fait des ADN. Je ne peux pas comprendre que mon épouse, qui est née ici à 20-25 km de Douala, fille d'un chef et notaire,
que j'accepte que son corps a été enterré en dehors de sa zone familiale au Cameroun. Ça, je n'accepte pas. L'avion, ce n'est pas dans un avion qui est tombé dans l'eau ou même un bateau qui a chaviré. C'est sur terre. C'est sur terre. Et bon, même si on parle de forêt, Ezeka n'est pas une forêt particulière. Toutes ces zones-là sont habitées au mètre carré. Et aux autorités chargées de la gestion de cette entreprise ferroviaire? Oui, que Camrail m'assiste, je le dis, parce qu'ils font des arrogants. Quand j'initie des procédures, tout dernièrement, ils ont confié ces recherches à une société d'assurance, Activa. Quand je leur ai écrit, j'ai écrit à Activa, ils me disent que leurs recherches sont confidentielles, les résultats sont confidentiels. En quoi on peut m'opposer, moi, époux d'une femme qu'on recherche, on m'oppose le secret d'un rapport de recherche? En quoi? Ce n'est pas un secret défense. J'ai le droit d'être informé de ce qu'on a fait et qu'on n'a pas retrouvé. On ne peut pas me dire c'est confidentiel. La confidence là vient d'où? Quelle est la nature de cette confidence? Pourquoi ils sont venus m'interroger? Puisque je le demande, parce qu'ils sont venus, les enquêteurs sont venus m'interroger à mon bureau. À partir du moment où ils m'ont interrogé, je leur ai donné des informations. En retour, j'ai le droit de savoir ce qu'ils ont fait. Très bien. Alors, beaucoup de courage, maître Thomas Dissakekwa, beaucoup de courage dans cette épreuve. Vivement la manifestation de la vérité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Dans ce récit de vie, nous l'avons suivi à son domicile à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun. Question de peindre son quotidien avec l'appui de nos équipes à Yaoundé, avec Cyril et Élisée Bobga. Nous sommes allés à la rencontre de celui que vous venez d'écouter sur ce plateau pour peindre justement son quotidien. Je vous propose de suivre ce reportage et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. À tout de suite. Oui, je suis seul, forcément. Je suis dans ma chambre, je suis seul, je me parle à moi-même, je regarde ces photos. Bon, je regarde ces photos. Mais bon, c'est ça aussi la vie. Je mange seul. Preuve d'une force mentale extraordinaire. Mais la douleur est si vive qu'il est aujourd'hui réduit à contempler les photos de son épouse chaque matin avant de sortir pour le travail. Dans une manifestation, on nous a filmés. Ainsi de suite. Oui, bien sûr, il y en a encore. J'ai un album où nous faisions nos promenades à Kribi, en Gaoundéré, je peux vous les montrer. Bon, ici, elle était au Burkina Faso, dans un séminaire de notaires, avec des amis, et ils sont en train de se distraire dans la nature. Mais il y a des amis qui... Bon, il y a certains qui ont été ici au début, au premier jour, parce que quand un événement se promet au premier jour, les gens sont venus nombreux. Ils ont du mal à croire que ma femme n'est pas là. Bon, si ils étaient venus aux obsèques, bon, ils seraient assis, on aurait tous pleuré, fait des discours et tout ça. Mais aujourd'hui, même pendant longtemps, il y en a qui n'ont pas encore le courage de venir ici, à savoir qu'ils viennent, ils ne trouvent pas la maîtresse de maison qu'ils connaissent bien. J'avais des 18 de tension, vous ne savez pas les médecins, j'ai même eu un choc à l'œil.
que les ophtalmos ont décelé et qui a provoqué un début de glaucome à mes yeux. Oui, c'est-à-dire le sang. La circulation sanguine est passée à l'œil, il y a un nerf qui s'est déformé, les radios sont là, un nerf qui s'est déformé, bon, mais on a redressé, maintenant je suis sur colis permanent puisque ça a provoqué un début de glaucome. Et c'est bien cet espoir qui représente le pain quotidien de Maître Dissaké que vous venez d'écouter. Cet espoir qui caractérise aussi et qui meuble le quotidien de nombreuses familles qui partagent la même histoire, la même peine, la même douleur. C'est cette tasse d'espoir qui caractérise et meuble le quotidien de toutes les personnes qui attendent désespérément la manifestation de la vérité et que lumière soit faite définitivement sur cette catastrophe, l'une des plus dramatiques de l'histoire du Cameroun, afin que les pages soient définitivement tournées. Eh bien, merci à Cyril et Joël Essengue pour ce reportage. Et tout de suite, nous allons vous décliner le panel des experts que nous recevons ce soir pour aborder cette problématique qui demeure d'actualité. Et pour en parler ce soir, nous recevons Maître Guy-Olivier Motin. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Eric. Vous êtes avocat, inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Cameroun. Vous êtes membre d'un collectif chargé d'assurer la défense des victimes de cette catastrophe. Vous avez écouté un de vos confrères ce soir qui a partagé son quotidien, sa douleur, qui, on le sait, le quotidien aussi de nombreuses victimes. Quel est le tableau? Écoutez, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la douleur du confrère qui n'a pas revu son épouse depuis 1 an. C'est assez difficile, nous l'imaginons. Dès lors que je me serai incliné, je voudrais, aux fins de précision, dire que je suis membre du collectif dirigé par Maître Fous et que, comme vous l'avez bien indiqué, nous assurons la défense de quelques victimes dans le cadre de ce sinistre particulier qui est intervenu dans notre pays depuis le 21 octobre 2016. Oui, quel est le tableau? Le tableau, il est celui que nous regardons. Les familles sont endeuillées. Beaucoup de Camerounais ont perdu l'usage de leurs membres. D'autres sont simplement traumatisés, parce qu'on ne le dit pas beaucoup. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent plus à voyager. Beaucoup de personnes ne se comportent plus de la même façon, de la façon dont elles se comportaient avant que l'accident n'intervienne. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont bouleversées. Pour le cas particulier de Maître Dissaké qui a disparu, je voudrais simplement dire que, en l'absence de cadavre, la législation camerounaise dit qu'on est en présence de la disparition. Et je me suis permis de réfléchir à haute voix et je me demande, tout en espérant qu'on n'en arrive pas là, si on restait dans une situation où on ne verrait jamais, où on ne voit jamais Maître Dissaké, la question que tout le monde peut se poser, c'est que ferions-nous? Il est bon quand même, pour que les téléspectateurs qui nous regardent à la maison comprennent, il est bon de savoir que des passerelles sont offertes par la loi qui distinguent entre l'absence, qui est la situation de quelqu'un qui est parti de chez lui et dont on n'a plus de nouvelles, et la disparition qui est la situation de quelqu'un qui, à la suite d'une catastrophe, comme c'est le cas ici, est parti et dont on n'a pas de cadavre. La loi permet que dans ce genre d'hypothèse, que l'on puisse saisir le juge à un certain moment pour obtenir une déclaration de décès. Et à ce moment, on peut traiter la personne disparue comme si elle était effectivement décédée. C'est la seule option qui s'offre en termes de passerelle pour passer de la disparition au décès, parce que c'est le décès qui va ouvrir voie à une indemnisation. Très bien. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Nous tenterons justement de démêler ces aspects purement techniques. Maître Dominique Fous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de ce collectif qui diligente les opérations dans les tribunaux aux côtés d'un groupe de victimes. Vous êtes par ailleurs membre du Conseil des avocats du Cameroun. Alors, bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Bonsoir. Alors, comment vont les victimes?
Bon, alors, que vous défendez? il y a deux choses. Il y a des victimes qui sont décédées, il y a les familles de victimes. Alors les familles de victimes, différents cas de figure. En toute hypothèse, elles sont toutes traumatisées. Toutes traumatisées. Cam Rai a promis de venir en aide, à aider d'une certaine façon, mais tout n'est pas parfait. Le confrère vous l'a dit tout à l'heure, on n'assure pas suffisamment le suivi psychologique des familles de victimes, ou des blessés. Donc c'est un point qu'il faut relever, il faut mettre en exergue. Il était important que ces familles, comme il a dit tout à l'heure mon confrère, ces familles ne voyagent plus. Ces familles, l'anecdote, mauvaise anecdote, c'est que le 21, c'est samedi, il était question de faire une messe à Ezeka. La plupart de nos clients n'ont pas la possibilité, n'arrivent pas à voyager. Ils ne pourront pas aller à Ezeka parce que le traumatisme est là. Et d'ailleurs, c'est le point de relever que dans les discussions que nous avons eues avec Cam Rai, on a noté avec beaucoup de regrets et de déchirement qu'on refuse d'indemniser le préjudice psychologique. Or, dans toute autre catastrophe ailleurs, on tient compte de ce préjudice psychologique. Donc c'est un point à relever. Très bien. Nous en parlerons tout au long de l'émission. Avec nous également sur le plateau ce soir, le docteur Djengwe Herrero. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Alors, pour le psychologue clinicien que vous êtes, quelle est l'appréciation globale que vous pouvez faire de l'état d'esprit des victimes un an après cette catastrophe ferroviaire? Permettez-moi, Eric, de m'exprimer d'abord en tant que personne, en tant qu'être humain, et peut-être ensuite en tant que professionnel, c'est-à-dire psychologue clinicien et psychopathologiste. La personne que je suis devant ce drame qui est indescriptible est tout simplement abasourdi, et puis le temps ne change pas grand-chose à ça. Et donc, devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie, il est de bon ton de s'attarder un peu et de considérer la valeur d'une vie perdue et la valeur de toutes ces vies perdues pour elles-mêmes, pour leur famille et pour la nation, pour l'humanité. Ensuite, il y a les conséquences que les proches, n'est-ce pas, de ces personnes disparues, parce qu'elles ont perdu la vue, les proches vont subir. Et à ce titre, il est question de voir jusqu'à quel point ce drame va modifier de manière terrible les existences des victimes, donc qui sont des victimes secondaires, n'est-ce pas, de cette catastrophe. Et à ce titre aussi, je voudrais dire mon admiration et mon respect à la personne de Maître Dissaquet, qui, devant le trauma qui est indiscutable, sur une scène où on n'a pas de corps, et donc on ne peut pas affirmer que la personne chère soit décédée, mais continue quand même d'espérer quelque chose et tient debout. En tant que psychologue, peut-être toujours sur la personne de Maître Dissaquet, je crois qu'on peut constater que l'armure qu'il mobilise pour tenir debout est quelque chose de précaire, parce qu'aucun être humain ne sera jamais suffisamment fort pour contrer et maîtriser de ses mains un tsunami, une catastrophe. Et donc, tout en l'admirant, je voudrais déplorer que, en sa faveur, ne soient pas mobilisées toutes les ressources techniques, cliniques, qui aident à survivre mentalement, n'est-ce pas, devant une situation comme celle-ci. Très bien. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que Maître Dissaquet est resté avec nous sur le plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Maître, une zone d'ombre à la suite de notre entretien préliminaire. Vous avez fait cas
de la présence dans ce train aux côtés de votre épouse, des deux autres personnes qui l'accompagnaient, que vous avez d'ailleurs accompagnées à la gare ce fameux vendredi noir. Est-ce que ces personnes sont vivantes? Oui, 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 oui. C'est une famille libérienne, c'est des amis, vous savez, beaucoup de... Le Cameroun est noyé par des églises et c'est des amis de confession, des amis de confession de mon épouse, qu'ils connaissent, il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, la dame nous a dit que quand le train est tombé, et les bagages sont tombés sur elle. Bon. Elle a crié Madame Dissaké, Madame Dissaké. Elle n'a pas eu de feedback. Bon. Je pense d'ailleurs, je ne sais pas que je pense, quand elle montait dans le train, ils étaient ensemble. Je pense qu'au moment où le train tombait, elles n'étaient plus ensemble. Elles n'étaient pas ensemble. Parce que pour qu'elles puissent crier, ça veut dire que l'autre personne n'est pas à côté d'elle. C'est tout ce qu'elle a pu déclarer. Ok. Alors, Maître Dominique Fous, avec vous, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes à la tête d'un collectif chargé de défendre les victimes de ce drame, de cette catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka il y a 1 an. Quelles sont vos victimes à vous? Quelles sont nos victimes à vous? Nous avons une 50aine de familles que nous défendons, entre les blessés et les décédés. Bon, ce sont des gens qui travaillaient. Nous défendons des familles dont les chefs de famille sont partis, chefs de famille hommes comme femmes, qui soutenaient les dites familles. Donc une perte pour la famille, une perte pour les enfants, une perte pour les grands-parents, et c'est assez important. Il y a également des blessés, de nombreux blessés. Nous nous sommes battus pour faire rapatrier sanitairement une dame qui était très blessée. La Camraille résistait, mais on l'a mis devant le fait. Si elle décédait, ils étaient responsables de sa mort. Donc on a obtenu pour elle une évacuation sanitaire. Mais il y en a d'autres. C'est extrêmement difficile. D'autres qui sont là, qui ont des traumatismes, qui ont des blessures graves, qui ont été opérés, qui ont perdu l'usage d'un membre, qui ne pourront jamais plus travailler, c'est important de le dire. Nous avons une jeune fille, par exemple, une jeune femme qui était étudiante et qui exerçait du mannequinat. Elle est blessée à jamais, elle ne pourra plus faire de mannequinat. Ses études sont arrêtées, puisqu'elle ne peut plus, le bras est complètement brisé. Même si on l'a opéré, elle ne retrouvera plus l'usage de son bras. Donc beaucoup de drames, beaucoup de drames. Alors, ça va faire 1 an bientôt que vous êtes devant les juridictions compétentes, Maître Guy-Olivier Motin, pour justement assurer la défense de ces victimes. Quelle évaluation faites-vous du déroulement de ce procès 1 an après? Non, précisons les choses. Ça fait 1 an que le drame est arrivé. Mais ça ne fait pas 1 an que nous sommes devant les juridictions camerounaises. Pour le compte de notre collectif, effectivement, au 3 novembre, nous avons saisi le tribunal d'Ezeka, lieu où l'accident s'est déroulé. Mais vous savez qu'on est en matière de flagrant délit. Et donc, c'est le parquet qui instruit et qui enrôle l'affaire. Il y a seulement 3 mois que l'affaire passe à l'audience. Et donc, le bilan que je peux vous en faire, c'est celui qui a déjà été fait en d'autres occurrences et que je m'en vais répéter. C'est bien que à la dernière audience du 11 courant, quelques prévenus étaient présents et le principal prévenu, qui est, comme vous devez bien le savoir, le directeur général, l'ex-directeur général, n'était pas là. L'affaire a été remise au 8 novembre pour sa comparution. Et pas seulement pour sa comparution, mais également pour celle du directeur général actuel. Et pour que tout le monde comprenne, c'est qu'il faut entendre qu'avec notre code pénal, désormais, les entreprises sont pénalement responsables. Et dans l'hypothèse actuelle, il se trouve bien que c'est un préposé de Camraille qui était à la manœuvre, notamment c'est un train de Camraille. Et donc, de ce point de vue, c'est tout à fait naturel que tout le monde soit appelé. Donc, voilà
où est-ce que nous en sommes avec les procédures judiciaires. Naturellement, je n'irai pas plus devant que ça. Parce que vous savez bien qu'en matière de procédure judiciaire, il faut commenter, mais il faut commenter ce qui est commentable. Absolument. Mais notons tout de même que depuis le déclenchement de ce processus, de ce feuilleton judiciaire, Camrail dénonce une certaine instrumentalisation de la part des différents conseils dans nos enquêtes et au cours des échanges préliminaires que nous avons eus avec quelques avocats qui assurent le conseil de cette structure, à savoir Camrail. Il apparaît comme une espèce de volonté pour vous qui assurez la défense de ces victimes d'instrumentaliser, de les empêcher de recevoir ce que propose Camrail en termes d'indemnisation. Que leur répondez-vous? Alors, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut respecter le désarroi et la détresse des gens. Mais il faut aussi respecter des règles de droit. Et quand on doit indemniser intégralement. Et c'est un scandale ce qui est proposé aux familles. Alors, on fait tout pour que ces familles ne reçoivent pas l'assistance des avocats. Alors, on passe derrière les avocats. Il faut que les gens le sachent. Pour dire que si vous prenez un avocat, ça va vous prendre de temps, ça va vous prendre de l'argent. Donc, venez directement vers nous. Mais directement vers nous. Je vais raconter une petite anecdote encore. À la dernière audience, à Ezeka, est arrivée vers nous une partie civile. Et cette partie civile nous a dit qu'elle avait signé une convention, un accord. Mais elle est venue nous demander notre avis sur l'accord. Et je vais me permettre de le dire parce qu'elle m'a donné l'autorisation de le dire. On lui a proposé, pour le décès de son frère, d'abord 250 000 francs. Ensuite, face à un petit peu de résistance, on n'est pas là pour faire du commerce des morts, on est monté à 600 000 francs pour la perte d'un frère, un préjudice moral. Et faisant preuve de compassion, on va lui dire 1 million. Voilà les gens qui n'ont pas d'avocat. On profite de la méconnaissance du droit. On profite de la faiblesse des gens pour leur proposer une indemnisation au rabais. Et il faut que cela se sache. Et l'État doit savoir comment on indemnise les victimes et les familles de victimes. Tous ceux qui n'ont pas eu d'avocat, on s'est empressé d'aller vers eux, on s'est empressé. On aurait pu dire, c'est bien, Camrail veut indemniser, et c'est une bonne chose. Après tout, c'est une autre voie pour sortir du problème, c'est une autre voie. Mais on est très surpris et très, je voudrais dire, triste par rapport à cette situation. Donc on va vous dire que les avocats, parce qu'on a peur des avocats, et on veut se débarrasser de cette histoire. Et facilement, et pas seulement se débarrasser, on veut en fait déconstruire le procès pénal pour qu'il n'y ait plus personne devant les tribunaux. C'est un petit peu facile de passer et de rejeter ses fautes et sa responsabilité pénale et civile en écartant la population qui a souffert et les familles de victimes qui ont souffert. Il faut que ça se sache. C'est peut-être aussi parce que, pour rester toujours dans cet aspect purement technique, c'est peut-être parce que les bases juridiques qui devraient encadrer ce processus d'indemnisation posent problème dans notre contexte social ou, si vous voulez, socio-juridique. Aujourd'hui, les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour résoudre cette équation sont contenus dans le code de CIMA qui, manifestement, ne correspond pas à la donne. Qu'est-ce que vous en dites? Non, permettez-moi de vous dire tout de suite. Le code CIMA ne regarde pas le réseau ferré. Le ferroviaire ne fait pas partie du code CIMA. Le code CIMA, c'est des routes, des accidents sur automobile. Le code les accidents CIMA, ferroviaires font donc partie de quel code? Il y a un vide juridique là et c'est le débat, il me semble. Oui, même s'il y a un vide juridique, il va y avoir des principes de droit commun. Le vide juridique sur des cas spécifiques tombe dans le droit commun de la responsabilité. Maître Olivier Oui, simplement corriger, apporter de l'eau au moulin, pas corriger, apporter de l'eau au moulin de Maître Dissaquet. Effectivement, le code CIMA
ne règle pas la matière ferroviaire. Mais le dit comme ça, c'est légèrement dit. Parce que le Code civil est très clair en son article 205, en excluant de son domaine la matière ferroviaire. Donc c'est explicitement dit dans le Code civil que le domaine ferroviaire n'est pas réglé ici. Et naturellement, à partir de ce moment-là, on rentre justement dans le cadre de la réparation intégrale qui obéit non seulement au Code civil, mais à des dispositions spécifiques que le Cameroun n'a pas encore en ce moment. Mais vous vous rendez bien compte que plusieurs avocats travaillent sur un dossier et nous avons pu réunir une masse d'informations sur le plan juridique. Et c'est d'ailleurs avec cette masse d'informations que nous travaillons auprès de Camrail, qui, comme Maître Fous l'a dit si bien, est assez réfractaire vis-à-vis des éléments qui lui sont présentés. C'est d'ailleurs pour ça, ce n'est pas une répétition de le dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a tout intérêt à discuter avec des personnes qui n'ont pas d'avocat. Et vous l'avez dit, je prends cela à mon compte, que les avocats gênent. Justement parce que nous avons réussi à trouver des bases juridiques dans le monde entier. En France, que nous prenons souvent comme exemple, on a des cas qui ont été réglés. Naturellement, je ne vais pas non plus dévoiler sur un plateau de télé quels sont tous ces éléments. En tout cas, eux à Canra, ils savent, parce qu'on leur a présenté ces éléments. Écoutez, si on n'a pas des instruments juridiques, on va procéder comment? On va regarder dans les pays, on doit comparer. On va voir, il y a eu la catastrophe de Brétigny, la plus récente en France. La SNCF a été beaucoup plus loin que Camrail. Les gens ont été pris en charge dès l'accident. Les familles de victimes ont eu une indemnisation préalable qu'on ne va pas retrancher de l'indemnisation définitive. Ils ont eu entre 10 000 euros et 50 000 euros là tout de suite. Il était question de permettre aux familles de vivre comme elles vivaient avant l'accident. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, la rentrée scolaire est arrivée. Même pour les familles pour lesquelles on a obtenu une indemnisation, n'ont pas obtenu cette indemnisation. Sans tenir compte des cas spécifiques, il y a eu quelques avances par-ci, par-là, bon, mais sans tenir compte qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école, il y a des étudiants qui doivent aller à l'université. Donc vous voyez, tout cela, on peut procéder effectivement en analysant, prenant les instruments des pays francophones. Nous sommes dans un espace francophone. Donc on aurait pu utiliser, mais on les utilisera quand on voudra et dans le cas d'espèces, on sera réfractaire à les utiliser. Alors, docteur Herrero Djengwe a écouté la gestion juridique ou judiciaire de cette affaire. On est en droit d'interroger quand même le processus, l'environnement qui encadre cette phase post-accident ferroviaire des ECA. Quelle évaluation faites-vous de ce processus? Est-ce que l'environnement est assez sain pour pouvoir rassurer psychologiquement les victimes et peut-être créer un brin d'optimisme pour l'avenir? Bien, Eric, je crois que quand on est traumatisé, quand on est victime de quelque chose d'aussi effroyable, n'est-ce pas, le bon sens, quand on ne vit pas seul, quand on vit en communauté, voudrait qu'autour de nous, il y ait une mobilisation sous la forme d'attitude, de compassion, d'empathie, c'est-à-dire que notre mal-être, notre détresse est quelque chose qui oblige les autres à voler à notre secours. L'objectif étant d'atténuer, n'est-ce pas, notre désarroi, notre désespoir. Pour ça, on n'a pas besoin de légiférer. Ça va vraiment dans le sens commun du vivre ensemble, n'est-ce pas? À savoir que mon voisin, il est victime de quelque chose d'inimaginable. On s'arrête un peu et on vient partager avec lui un moment pour que sa douleur, un temps soit peu, amorce un processus, n'est-ce pas, de désensibilisation. On n'a pas besoin de loi pour ça. Maintenant, quand c'est la victime qui doit mobiliser une énergie dont elle ne dispose même pas, parce que le traumatisme a siphonné, n'est-ce pas, toute cette énergie physique et mentale. Et donc, la victime doit se battre et se battre. Ce qu'elle rencontre en face comme résistance, ou éventuellement
comme difficulté, opposition, mais ça relève d'une attitude de sur-traumatisation. Donc c'est un traumatisme supplémentaire qu'on inflige à quelqu'un qui n'a déjà pas la ressource suffisante pour supporter le quotidien qui est devenu invivable. Donc sur ce plan-là, on n'a pas besoin de loi, je le redis. Mais si on devait aller un peu en amont de ceci, parce que le contentieux, n'est-ce pas, judiciaire et autres, peut-être à une certaine acuité, mais en conséquence d'un mode de gestion qui a été défaillant, au point qu'il se soit rendu donc un peu nécessaire ou obligatoire pour les juristes, pour les avocats, de se saisir de ça pour que enfin des choses qui vont de soi puissent être prises en compte. Donc en amont, il y a quelque chose de strictement psychologique en lien avec le traumatisme et la vie des gens. Qu'est-ce qui se passe? On a un événement ferroviaire comme celui-là, quelque chose d'inimaginable, d'impensable, une explosion mentale, et personne ne s'attend à ça et personne n'est préparé pour accueillir ça comme si c'était la victoire des Lions indomptables à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer ça comme quelque chose qui peut nous amener à avoir des nuits blanches, mais volontaires, parce qu'on est en joie. Le cerveau, devant une situation comme celle-là, est paralysé. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce qui se passe dans la tête des personnes qui sont directement concernées par l'accident et dans la tête des proches, dans la tête maintenant même des soignants et ceux qui sont témoins, même à distance de ça. Donc, comprendre ce qui se passe au niveau mental, parce que c'est quelque chose de fondamental pour après se saisir des exigences de la gestion de la catastrophe. Alors, dans les prochains jours, selon nos informations, Camrail va justement conduire sur le site de cette catastrophe à Izika des familles de victimes, des proches de personnes disparues. Est-ce un élément important susceptible d'avoir une fonction thérapeutique? Quelle analyse vous suggère cette approche? La démarche peut avoir en fait toute sa vertu en termes d'aide et en termes d'assistance pour aider à régler le choc émotionnel, le traumatisme psychologique. Mais même si vous, Monsieur Kwamou, vous aviez été victime d'une banale agression, parce que c'est devenu une banalité dans nos cités aujourd'hui, et que dans le cadre d'une enquête policière, alors que vous êtes resté sain et sauf, vous n'avez eu aucune blessure physique, vous avez peut-être perdu quelques objets d'importance, et qu'on vous ramène sur les lieux où vous avez subi cette agression, ça vous déstabilise. C'est le retour sur les lieux du crime. Et donc, vous devez être protégé de ça. C'est une exposition sur une scène dans laquelle le cerveau a enregistré une expérience destructrice. Donc, on ne peut pas amener les gens de cette manière-là sans les avoir préparés préalablement, parce que le risque à ce moment-là, c'est que même des personnes qui tiennent encore debout jusqu'à maintenant, arrivées sur le site, c'est là qu'elles vont sombrer. Et c'est en ça que c'est délicat. On peut aller plus loin, parce que ça, c'est des victimes qui peut-être sont prises en compte déjà, qui sont connues et qu'on veut aider. Mais les personnes qui sont aujourd'hui handicapées, je crois que ça a été abondamment décrit ici par les avocats qui suivent et accompagnent des familles et des rescapés, n'est-ce pas, de l'accident. Leur cauchemar n'a pas besoin qu'on les amène sur le site. C'est des personnes qui vivent en permanence avec des vidéos, des scènes de l'accident et une explosion émotionnelle qui va les déstabiliser avec des cauchemars, des réactions que vous ne pouvez pas soupçonner. Et ces réactions vont affecter aussi l'équilibre physique. Ça va être à l'origine, et je crois que Maître Dissaké a décrit quelque chose là-bas, j'ai l'impression qu'on n'a pas établi le lien entre cette poussée, n'est-ce pas, de tension artérielle, c'est-à-dire cette poussée hypertensive, et l'incident ophtalmologique qu'il a subi.
Ça rentre dans les symptômes de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, qui est donc une maladie consécutive à des expériences traumatisantes comme celle-là. Dans d'autres termes, cette démarche-là est pernicieuse. Elle peut l'être Dangereuse. à condition, pour qu'elle ne le soit pas, il faut que toutes ces personnes qu'on amène là-bas aient été préalablement, n'est-ce pas, soignées. Et comment? Soignées, ça veut dire que depuis l'accident, ou en tout cas après l'accident, mais elles ont fait l'objet d'une gestion administrative, judiciaire, médicale et puis sociale, telle que le sentiment d'être encore en danger s'estompe et que les séquelles de ça maintenant fassent l'objet d'un traitement ciblé. Les séquelles, c'est quoi? Les séquelles, c'est donc ce traumatisme psychologique qui correspond à 3 choses. La première, c'est ce qu'on appelle les intrusions. C'est-à-dire qu'il y a des pensées automatiques qui viennent et qui sont en rapport avec le danger et tout le drame. Et ça vient tout seul. Le cerveau est bombardé de pensées. Et il y a aussi ce qu'on appelle les flashbacks. Ce sont des visuels, des images qui reviennent, et on est assailli par ça. Et on a l'impression d'être à nouveau à l'endroit, sur la scène de l'accident, alors qu'on peut se retrouver à 6000 km. Et ça vient de manière intrusive et intempestive. Donc, ça ne correspond ni au rythme du jour ou de la nuit. Donc, la première chose, ce sont ces intrusions-là. Ce sont des symptômes très violents. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'évitement. C'est-à-dire que la personne mobilise une énergie terrible pour contrecarrer, se mettre à distance de toute cette violence et cette agression des pensées et des images. Et peut-être que si ça venait, comme on a pu voir des images passer à la télévision, une personne qui aurait été concernée directement ou indirectement, en voyant ces images à la télévision, ferait tout pour s'éloigner, pour ne pas être exposé à ça. Si ce sont des proches, ou par exemple quand on entend parler de caméras, etc., on ne veut pas aborder ces sujets-là. Donc on déploie des stratégies qui vont un peu anesthésier pour qu'on ne soit plus sensible, n'est-ce pas, à cette agression en permanence. Ça s'appelle l'évitement. Et ça, c'est une dépense, une débauche d'énergie mentale. Donc, il faut mobiliser de l'énergie mentale pour contrôler et empêcher cette agression. Ça, c'est le deuxième groupe de symptômes. Le troisième groupe de symptômes, maintenant, c'est ce qu'on appelle les symptômes d'hyperactivité neurovégétative. Ça veut dire que le cerveau, maintenant, qui est en train de traiter en arrière-plan tout ce travail qui est intolérable et insoutenable et permanent, le cerveau produit une quantité d'adrénaline si grande que ça va noyer une petite structure dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale. Et l'amygdale va envoyer maintenant des messages qui font que le corps n'a pas de repos. Donc on va avoir une hyperactivité, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions, par exemple, de sursaut, des veilles, c'est-à-dire qu'on sera en état d'alerte tout le temps. On n'aura pas de repos parce qu'on ne sait plus faire la différence entre le jour et la nuit. Bien sûr, même si on s'endort, le sommeil sera de très mauvaise qualité, il sera interrompu, il y aura des cauchemars, il y aura des problèmes digestifs, des problèmes physiques, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes neurologiques, toute forme de pathologie physique qui sont donc les conséquences de ce trauma. Et c'est un triptyque donc de ces 3 dimensions: intrusion, évitement et hyperactivité neurovégétative. C'est ça le psychotraumatisme qu'il faut traiter. Et donc, on prend en charge par des techniques dans un protocole qui est tout à fait validé, qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ok, bien, merci pour ces éclairages, docteur Jengwe Herero. Alors, on voit bien que cette crise, la gestion de cette crise est assez profonde. Et elle est d'ailleurs pluridisciplinaire. Mais pour rester sur la dimension judiciaire, Maître Guy-Olivier Mottin, notons que les victimes sont au moins de 3 ordres. Je parle sous votre contrôle, chers experts, au moins de 3 ordres. Les personnes décédées, les blessés et les disparus. Alors, quel traitement comment doit-on aborder ces différents cas devant les juridictions compétentes? Écoutez, quand quelqu'un est décédé, il reste sa famille pour pouvoir revendiquer une réparation. Ça, c'est clair. Nous nous y attelons au quotidien depuis que cet événement est survenu. Lorsque vous avez un blessé,
il faut veiller, pour des cas de blessés, ce sont des cas particuliers, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a la blessure au moment de l'accident, il y a l'évolution de la blessure et il y a la suite des blessures. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce cas particulier, le processus est un peu plus long. Pour la disparition, je vous ai indiqué ce que la loi prévoyait. C'est bien qu'après un certain temps que l'on puisse saisir le juge en jugement déclaratif. Naturellement, en précisant que pour le cas de Maître Disaké, nous espérons que son épouse soit rapidement retrouvée. Mais je m'en voudrais si je ne revenais pas sur la question que vous avez posée au psychologue clinicien, que je salue par ailleurs pour son admirable démonstration. Au sein des victimes que nous avons essayé de projeter en termes de discussion un retour sur le site, notamment à l'occasion de la commémoration d'une année de cet accident. Mais alors, une seule personne, une seule sur une cinquantaine de personnes que nous avons, était prête à repartir sur le site. Et les raisons qui venaient à chaque fois, c'est que maître, nous, on ne peut pas tenir. Et ça pose justement une problématique. Celle du suivi psychologique des blessés à la suite de cet accident. Et Maître Fous vous l'a dit tout à l'heure, j'en fais une emphase. On a comme le sentiment que ceux qui ne présentent pas des blessures physiques ne sont pas considérés comme des victimes dans le cadre de cette tragédie. Et pourtant, de notre point de vue, c'est elle qui souffre le plus. Celui qui est mort, il est mort. La douleur, la mort n'est pas sensible. Celui qui est blessé, tout le monde voit qu'il est blessé. Alors que celui qui souffre dans sa chair, souffre énormément. Et le psychologue vient de décrire ce process. On ne peut donc pas, parce qu'on veut bien paraître, décider de conduire les gens sur le site de l'accident dans le but peut-être de faire bonne conscience, alors que le risque énorme est celui de les perdre. Non, nous plaidons, pendant qu'il est encore temps, nous sommes le 19, on a 2 jours, nous plaidons pour que toutes les personnes, qu'elles soient de notre collectif ou d'autres collectifs, qui ont été dans ce train et qui sont miraculés, puissent être prises en charge sur le plan psychologique. Pour qu'on n'ait pas à avoir des gens apparemment sains, mais qui, à la vérité, sont des dangers. D'ailleurs, Maître Disaké vous l'a dit, il est sur ce plateau avec nous. Son épouse, il ne l'a pas revu depuis 1 an. Il vous a dit qu'il n'est nullement pris en charge. A-t-on besoin d'exemples plus patents que celui-là? C'est la bataille que nous menons au quotidien et nous entendons la mener jusqu'à ce qu'elle parvienne à quelque chose. Et j'ai écrit à Kamara, il demande une assistance psychologique. J'ai noir sur blanc, ils ont des correspondances. Pour demander une assistance Oui, psychologique. oui, je l'ai demandé. Ils m'ont répondu que non, ils sont très malhonnêtes. Mais peut-être parce qu'on est en situation, pour rester sur le cas de Maître Disaké, Maître Dominique Fous, on est face à un dilemme, celui de la disparition. Qui doit répondre en réalité lorsqu'on a sous la main un cas de disparition? Alors avant de répondre à cette question, on disait que le soutien psychologique s'adresse aux blessés, mais aussi aux familles de blessés. Bien sûr. Maître Disaké est dans ce cas, mais il n'est pas seul. Toutes les familles de disparus ou de blessés doivent être pris en charge. En Europe, on prend bien en charge. Dès le début de l'accident, il y a des cellules de crise qui prennent immédiatement en charge. Mais on avait le sentiment qu'on ne tenait pas compte du préjudice psychologique. Et même les gens qui recevaient les blessés les prenaient avec beaucoup de légèreté. Nous avons eu beaucoup de rapports de blessés sur la légèreté de ceux, à tel enseigne qu'on s'est demandé si c'était des gens formés. Parce qu'on leur disait, des cauchemars, c'est normal d'en avoir. Vous avez des problèmes au travail. Les cauchemars, c'est vos problèmes au travail. Ça nous paraissait ahurissant d'entendre des choses de part des professionnels ou des pseudo-professionnels. Alors, maintenant, pour ce qui est de la disparition... Mais pourtant, avant de revenir à la disparition, Oui. pourtant, on a vu, quelques mois après la catastrophe, des cellules qui ont été mises sur pied et certains, je dis des victimes, ont été reçues.
ont été reçus dans le cadre de cette opération-là qui avait été initiée, il faut le rappeler, par la société Camrail. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas été reçus. Je viens de vous dire qu'ils ont été reçus, mais avec beaucoup d'entre eux. Nous n'avons pas inventé, nous n'étions pas là. Mais beaucoup sont revenus déçus de la réception et de ce qu'il leur disait. Vous allez avec un traumatisme, comme le docteur Hérault vous avez parlé tout à l'heure, et on vous dit que ça doit être un problème professionnel. Est-ce que c'est sérieux? Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été reçus, mais ils ont été reçus jusqu'à quand? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours pris en charge par Camrail à ce niveau-là? C'est la question qu'il faudra poser. Et malheureusement, je peux dire que je ne le crois plus. Je ne crois pas. Je vais compléter ce que dit ma consoeur. Le samedi 22 octobre, à la gare de Yaoundé, ils avaient mis en place ce qu'ils appellent une cellule psychologique. Vraiment, c'était des amateurs. On vous apportait des petites bouteilles d'eau. C'est du vécu à la gare de Yaoundé. Pour ceux qui attendaient les leurs dans le train qui est arrivé à 6 h du matin, portant des blessés et des décédés. Alors, par la suite, je me suis rendu à Bessenga, à Camrail. Attendez, c'était piteux. En fait, ce n'étaient pas des professionnels. Mais comment le savez-vous? Mais non, la façon dont ils me prenaient, ils étaient même incapables de me poser des questions simples sur ce que je ressentais. C'est peut-être une approche thérapeutique, hein, docteur Djengwe? C'est l'ignorance. On a pris les jeunes comme ça pour combler le vide, pour qu'on puisse dire après qu'il y a eu une prise en charge psychologique. L'expert, pour dire autre chose, en fait, moi j'ai une autre approche de ce problème du procès des ECA. Je pense que compte tenu de l'exceptionnalité de cette catastrophe, le procès aurait dû être délocalisé. On ne peut pas tenir compte de ce que c'est le lieu de la commission de l'infraction. Il y a des gens, comme disait tout à l'heure le médecin, qui n'ont pas les moyens, qui ont ceci, tout est négatif en eux, doivent partir de Douala, Bafoussam, Yaoundé, pour se retrouver à Ezeka. On aurait pu dire d'autorité, leur faciliter la tâche, mettre ce procès soit à Douala, soit à Yaoundé. Sa place, ce n'est pas Ezeka, je le dis ici, ceux qui entendront, mais ce n'est pas Ezeka. Parce que si vous pensez que les gens viennent, si c'est les clients qui viennent d'eux-mêmes, ainsi de suite. Je dis, c'est une situation exceptionnelle. Nous sommes tous d'accord que le Cameroun n'a jamais connu une telle catastrophe. L'État aurait pu décider que non, pour éviter que ces gens-là qui ont déjà des problèmes énormes, même financiers, pour partir de XY endroit au Cameroun, arrivent à Yaoundé et se mettent encore à chercher des bus pour aller à Ezeka, c'est beaucoup. Ok, donc ça fait trois questions. C'est tellement vrai. 3 questions en suspens, que, oui. Sur les audiences auxquelles nous avons assisté pour la représentation de nos clients, il n'y a eu qu'une seule partie civile présente. Autrement dit, personne pour venir assister à ce procès qui pourtant était nécessaire pour leur reconstruction. Être là, assister, entendre, pour faire son deuil, pour pouvoir faire son deuil, c'est important aussi. Et il n'y a personne, parce que justement, où ça coûte trop cher, où on est encore effectivement dans le choc émotionnel. Donc, bon, effectivement, la loi dit qu'on pouvait effectivement tenir le procès à Ezeka, mais on aurait pu effectivement délocaliser. Pu exceptionnellement le délocaliser pour faciliter aux victimes. Donc, si vous les accompagnez, vous ajoutez encore la souffrance qu'ils ont, une autre souffrance en réalité. Ok, bien. Deuxième question en suspens, ayant jailli à la suite de cet échange, docteur Hérault, Maître Dissaquet estime qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme sur la structuration de la cellule d'accompagnement psychologique. Qu'est-ce que vous en dites? On peut, sans en rougir, reconnaître que le Cameroun ne forme pas encore des professionnels de la santé mentale
dignes de ce nom pour pouvoir porter ce type de situation. Et donc, les cellules d'urgence médico-psychologiques sont structurées de manière très claire pour accueillir, dans le contexte d'un afflux massif de victimes, mais tous ceux qui arrivent avec des blessures physiques ou pas, mais qui sont concernés par l'incident. Et donc, il y a un premier pool qui fait du tri et de l'orientation par rapport aux aspects physiques urgents, par exemple, qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale. Et donc, ces personnes-là sont dans une filière rapide où, bien sûr, on n'a pas besoin de savoir comment ça s'est passé pour elles, etc., etc. C'est l'urgence vitale. Donc, ça, c'est l'aspect médico-chirurgical. Ensuite, les autres qui n'ont pas de blessure physique vont être ramenés dans un espace où la tranquillité, la sérénité, la sécurité, puisqu'on est dans une situation de danger, mais la sécurité paraissent évidentes. Et là, il y a ce qu'on appelle des débriefeurs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément des psychologues, ça peut être tout professionnel de la santé, mais qui est formé à cette technique-là. Et donc, ces débriefeurs vont aider les personnes à retrouver un minimum de paix, un peu de tranquillité. Les personnes ne parlent que si elles en ont l'envie. Ça veut dire qu'on ne laisse, ce n'est pas un interrogatoire. Donc, on les aide à se sentir apaisés et calmes. On les invite en leur disant qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent relater ce qui leur est arrivé. On leur donne quelques pistes pour s'exprimer. Et si parmi elles, il y en a qui présentent, qui manifestent ce qu'on appelle un état de stress aigu, ça veut dire qu'il y a maintenant des symptômes psychologiques, émotionnels, comme un état de détresse, d'agitation, ou même certaines personnes qui peuvent délirer, c'est-à-dire qui disent des choses relativement incohérentes. Alors ces personnes sont prises maintenant là où un espace de professionnels, c'est-à-dire des psychologues ou des psychiatres, les prennent en charge pour désamorcer ces symptômes qui sont aigus. L'ensemble de tout ça va constituer la phase initiale de l'intervention médico-psychologique et la plupart des gens qui seront donc débriefés vont pouvoir rentrer chez elles avec une note sur laquelle on leur donne maintenant une information en disant voilà ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, c'est un incident qui n'est pas banal. Aujourd'hui, vous vous sentez encore peut-être bien, mais il n'est pas impossible que dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous ayez peut-être des visions, que vous ayez des réactions de sursaut, les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure, là, que vous ayez des peurs soudaines et un peu inexpliquées. Dans ce cas, revenez parce que nous avons le dispositif pour prendre en charge tout ça. Mais ce travail-là peut être fait aussi par des étudiants que vous formez dans les départements de psychologie au Cameroun. Je ne sais pas si c'est une provocation, monsieur Eric Kwame. C'est une question, docteur. Mais le souhait du professionnel que je suis et qui par ailleurs est aussi enseignant-chercheur, intervenant à l'université, c'est que soit doté dans nos facultés de médecine et dans nos facultés de sciences humaines de structures, de formation pour capaciter techniquement des jeunes, parce qu'il y en a beaucoup, pour qu'ils soient des professionnels de la santé mentale et non pas seulement des diplômés des universités. Parce que c'est deux choses très, très différentes. Je crois que les juristes qui sont ici... Nous avons des diplômés. Nous avons beaucoup de diplômés. Les juristes qui sont ici savent qu'on peut être docteur en droit et on ne sera pas forcément avocat. N'est-ce pas? Donc, c'est la même chose dans les sciences humaines et en psychologie en particulier. Il y a beaucoup de diplômés et il n'y a pas encore de formation professionnelle de la psychologie au Cameroun. Très bien. Alors, le président de la République a réagi. Maître Guy-Olivier Mottin, le chef de l'État, je retrouve mes notes, voilà, avait décidé d'une assistance d'une valeur de 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Alors, où en est-on? J'allais vous poser la question. Nous cherchons les 1 milliard.
Et je suis très sérieux quand je vous dis que nous cherchons les 1 milliard. C'était au mois de mai 2017. Et vous vous souvenez que depuis ce moment, nous avons entendu dire qu'il y a une commission qui a été créée pour évaluer les victimes en termes de normes avant de redistribuer les 1 milliard. Nous sommes rendus au mois d'octobre, à 2 jours de l'anniversaire. Nous n'en avons aucune nouvelle. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Pendant un moment, la rumeur a couru de ce que le milliard serait au niveau du ministère de la Santé. Ah, déjà. Pendant un autre moment, ça aurait été au ministère de l'administration territoriale. Et ce que nous pouvons vous dire, en tant qu'avocat de quelques victimes dans cette affaire, c'est que dès lors que cet accident est survenu, nous avons saisi par écrit le chef de l'État. Parce que nous nous sommes sentis concernés, d'abord comme des citoyens. Et comme nous sommes entrés dans cette affaire par le cœur, beaucoup de Camerounais ont décidé de venir à notre secours. C'est ainsi que nous avons pu avoir un détective privé qui est venu offrir de ses services chez nous gratuitement. Et nous avions une masse d'informations avant même que la commission d'enquête décidée par le chef de l'État ne soit mise en place. Nous avions une masse d'informations qui nous permettait de pouvoir savoir dans cet accident qui a fait quoi, potentiellement. Quand vient donc la commission créée par le chef de l'État, nous écrivons au Premier ministre, avec ampliation à la présidente de la République, pour proposer nos services dans la manifestation de la vérité. Nous n'avons jamais obtenu réponse. Quand au mois de mai, le chef de l'État décide donc d'allouer les 1 milliard, nous réécrivons au Premier ministre pour lui dire que nous avons écrit en octobre, on n'a pas eu de réponse. Nous vous écrivons de nouveau maintenant pour que cette gestion ne connaisse pas les sentiers camerounais, pour qu'ensemble, nous puissions évaluer afin que toutes les victimes puissent recevoir quelque chose. Parce qu'il faut bien vous dire que 1 milliard, vous faites un peu le calcul, mais au moins 1 milliard existe. Où sont les 1 milliard? C'est la même question que je vous pose. Et ces milliards-là, ce milliard-là, il est destiné à qui, Maître Fous? Aux décédés, aux blessés ou aux disparus? On nous a dit que le milliard était pour toutes les victimes de la catastrophe. Donc toutes les victimes, les familles de décédés, des blessés, des disparus. Donc ça doit s'adresser a priori à tout le monde. Alors, Maître Dissaké, vous avez reçu combien? Non, vraiment, ne me parlez pas de ça parce que je n'y pense pas. Je pense à ma femme, vraiment pas à l'argent. L'objectif était de décrocher un sourire. Nous Oui, l'avons atteint à travers cette question. Mais pour être un peu plus sérieux, est-ce que vous faites partie, vous êtes dans le môle, de quoi? dans le wagon, de l'indemnisation? oui, de la gestion Non. de ce geste du président de la République? Non, je ne suis même pas ça. On est devant la télé, je suis Camerounais, je risque de dire des choses qui vont énerver les gens. Si je me permets de vous dire que cet argent connaîtra les circuits camerounais, que le toucheront ceux qui ne sont même pas concernés par ça et froidement. Comment ça? Vous voulez des précisions? Oui, parce que je ne comprends pas. Vu l'ampleur de la crise, vous n'êtes pas Camerounais. on peut espérer les gens sont froids dans ce pays. transparence. Cet argent, au cas où il existerait, parce que c'est une déclaration, vous ne savez même pas s'il est quelque part et qu'il va être débloqué. Vous ne savez même pas. C'est un cycle, c'est nébuleux. C'est une nébuleuse, cette histoire-là. Et vous avez des gens qui, comme d'habitude, tout autour, bon, formeront des groupes, ainsi de suite. Et les principaux concernés, si jamais ils en ont. Vous savez, dans beaucoup de pays, ces choses-là arrivent. Les gens attendent des indemnisations depuis des années parce que l'argent a pris d'autres destinations. Moi, cet argent, je ne crois pas du tout et je ne cherche même pas à savoir ce qu'il existe. Ce n'est pas ça mon problème. Ok. Alors, finalement, on est dans un feuilleton assez complexe. Eh oui. Assez complexe. Et Maître Fous, j'aimerais avoir votre réaction sur un aspect bien précis. Je me demande bien comment vous allez vous y prendre pour obtenir une réparation conséquente
auprès de l'entreprise en question. Quels sont les instruments juridiques que vous allez mobiliser au regard du contexte, marqué aussi par des vides juridiques de part et d'autre, etc. Bon, vous avez dit qu'il y avait trois possibilités. Soit poursuivre la Camraille au civil, puisqu'il y avait bien une obligation contractuelle de par la Camraille, celui d'amener les passagers en vie depuis le départ jusqu'à l'arrivée, c'est l'obligation de transport, et c'est une obligation de résultat, de sécurité de résultat. Bon, il y avait cette possibilité-là. La deuxième possibilité, c'est effectivement ce qu'on a fait à titre conservatoire, déposer une plainte pour homicide et blessure involontaire. Bon, ça c'est la voie pénale, qui donne lieu également à des réparations civiles. Et puis, la Camraille a proposé très vite une indemnisation. C'est donc la troisième voie, transiger pour obtenir réparation. Donc, maintenant, il vous a expliqué, mon confrère Guy-Olivier Motin, que n'ayant pas de base, nous avons fait un peu de droit comparé et nous avons utilisé des instruments, puisque nous avons lu de la jurisprudence française. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'affaire de Bretigny. On a essayé de voir comment ça s'est passé et on a travaillé sur des documents qu'on avait eus depuis la France, sur les différents types de préjudices qui pouvaient être réparés dans le cas d'espèce. Donc on a utilisé ces éléments que nous avons produits à la Camraille. Donc on attend, on a obtenu certains dédommagements pour certaines familles. Il y a quand même un petit problème parce que la plupart des protocoles d'accord devaient être homologués par le tribunal, parce qu'il y avait ou des mineurs, donc le juge des tutelles devait aussi être, comment dirais-je, touché par cela. Et ce qui se passe, c'est que les familles n'ont pas encore reçu l'argent qui a été accepté dans le protocole d'accord. Et je vous ai dit tout à l'heure que ça pose des drames dans les familles où des enfants devaient aller à l'école, ne l'ont pas fait. Nous avons sollicité la Camraille, d'ailleurs, pour leur dire que l'accord des parties ayant été réalisé, on ne voyait pas pourquoi on ne pouvait pas rentrer dans l'indemnisation. Pourquoi fallait-il encore torturer ces familles, les faire attendre un certain nombre de mois? On a attiré leur attention à plusieurs reprises là-dessus. Bon. Maintenant aussi, j'invite aussi les magistrats qui ont ces dossiers à faire preuve quand même d'un petit peu de compassion et que les dossiers ne restent pas un temps fou au niveau du parquet, parce que le parquet doit prendre des réquisitions. Donc, les dossiers sont bloqués au niveau du parquet. Il faudrait aussi un élan de compassion de la part des tribunaux pour aller un petit peu plus vite et aider ces familles finalement à passer à autre chose. Alors, donc, en d'autres termes, Maître Olivier Motin, vous mobilisez les instruments juridiques français pour l'imposer au contexte camerounais. Écoutez, Maître Fous vous l'a indiqué, dans un contexte où le vide juridique est patent, il vous reste d'aller convoquer les compétences juridiques pour des cas similaires. Et la loi le permet, c'est du droit positif. En faculté de droit, on apprend le droit comparé. Dès lors que vous allez dans un processus de règlement et que vous vous heurtez à un vide, vous devez faire appel à une masse de connaissances. Et dans l'hypothèse actuelle, Dieu merci, il y avait des instruments juridiques quelque part. Et nous avons puisé à bonne source. Il n'y a pas qu'en France. Nous avons été aux États-Unis, nous avons puisé la législation là-bas, nous avons été en France, en Grande-Bretagne, et puis on a fait une espèce de condensé que nous avons proposé à Camraille en leur opposant que la proposition qu'ils nous faisaient par initiative n'était pas la bonne. C'est des points de discussion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a à un moment donné le sentiment que les indemnisations pour les sinistrés assistés par des avocats prenaient du temps. C'est parce que nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. Et naturellement, vous êtes bien conscient qu'en face, on a une mastodonte qui veut imposer sa force. Absolument. Et nous sommes des avocats, les victimes sont des faibles. Absolument. Il faut aller de façon méthodique à la négociation parce qu'il est important de le dire aussi. Aucun argent ne pourra remplacer une vie. Mais au moins, il faut tendre vers l'acceptation. C'est le travail que nous faisons. Mais pour être précis, quel est le tableau de votre demande en termes d'indemnisation à l'égard des victimes que vous défendez?
Vous vous réclamez quoi? Vous exigez quoi concrètement pour ces victimes-là? En réalité, on en parlera quand les accords seront totalement exécutés. On ne va pas fragiliser la discussion. Et puis, bon, pour les profanes, ce serait un petit peu compliqué si on rentrait dans chaque chef de préjudice. Donc, je pense qu'il sera plus intéressant quand l'affaire sera finie. Ça peut-être ouvrira une jurisprudence. Et là, on pourra en parler. C'est dans le même sens que Maître Fous. Vous savez, vous demandez aux avocats de dévoiler le secret du dossier en sachant vous-même que ce n'est pas possible. Donc, naturellement, comme dit Maître Fous, nous sommes heureux dans le travail que nous menons parce que nous sommes convaincus qu'après qu'on aura élagué toutes les difficultés ici, si demain survenait un autre accident, en priant Dieu qu'on n'en parle plus jamais, si demain survenait un autre accident, on aurait désormais des bases au Cameroun pour pouvoir régler parce que nous aurions participé à créer la loi. Ça s'appelle la jurisprudence. Ok. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que vous avez saisi les autorités compétentes, les autorités camerounaises, le ministère, le Premier ministère, le ministère de la Justice et d'autres entités susceptibles de contribuer à apporter un peu plus de lumière dans ce dossier. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées au gouvernement? Bien, écoutez, il n'y a pas de recommandation spécifique que vous ne puissiez savoir. Vous savez tous que lorsque le drame survient le 21 octobre, c'est les populations des ECA à qui nous tenons à payer un tribut. C'est le procureur de la ville des ECA. C'est le délégué départemental de ceci. C'est les populations anonymes qui, comme un seul homme, se sont levés pour venir au secours de leurs concitoyens. Il ne vous a pas échappé que les autorités ne sont arrivées qu'après un certain temps. Ce qui pose clairement la problématique d'une assistance civile en cas de catastrophe. C'est la première recommandation que l'on puisse faire. Que nous ayons une cellule de veille qui puisse réagir de façon instantanée, qui ait les moyens pour le faire. Et d'ailleurs, on peut être heureux sur ce point parce que le communiqué de la présidente de mai 2017 évoquait des éléments d'anticipation des crises. Naturellement, tout le monde a vu que malgré l'engouement des populations des ECA, le personnel médical s'est senti rapidement débordé. Il y a une problématique de l'équipement de nos hôpitaux. Nous sommes tous sur la route tous les jours. On ne sait pas à quel moment et dans quelle ville peut survenir un accident. Ce sont des éléments qui intègrent l'approche de la protection civile. Tout à fait. Évidemment, les acteurs sont prononcés là-dessus, mais compte tenu de cet environnement, docteur Herero Djengwe, les victimes peuvent-elles en guérir? Merci Eric pour la question. J'aimerais y répondre de deux façons. La première, en évoquant la date du 21 octobre, n'est-ce pas, qui est proche et qui, pour beaucoup de victimes directes, donc les rescapés de l'accident, et puis leurs proches, donc les victimes indirectes, mais risquent de réveiller, n'est-ce pas, le trauma. Le simple fait de s'approcher de cette échéance, c'est quelque chose qui est marqué dans le cerveau, dans la mémoire, comme une date fatale. Et donc, l'horloge du trauma fait que le 21 octobre, qui n'est pas une date banale, mais cette date venue pour les victimes, même celles qui semblaient être un peu sorties du trauma, mais il y aura vraisemblablement des perturbations. Nous d'ailleurs, avec les patients qui sont rescapés, que nous avons à notre consultation, nous les préparons à la gestion de cette date pour anticiper de manière préventive ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette échéance, de manière inconsciente, il y a une réactivation des symptômes du traumatisme. Donc, c'est bon qu'on en soit informé et puis qu'on ne soit pas étonné autour de nous des personnes qui ont été concernées par ça, à cette date-là, et des réactions et des symptômes un peu étranges. Ça procède encore du traumatisme qui reste vivace.
La deuxième chose que je voulais évoquer est celle du deuil, n'est-ce pas? La question du deuil. À savoir que il s'est passé ça. C'est une perte qui est une perte majeure. C'est une perte qui est irréversible. Et peut-être que ceux qui restent doivent apprendre à vivre malgré ça. Donc, il y a une porte de sortie que Maître Motin a évoquée tout à l'heure sur un autre sujet qu'on appelle l'acceptation. Mais ça rentre dans un mécanisme psychologique que on peut très bien comprendre. C'est que, premièrement, il y a 5 étapes, grosso modo. La première étape, c'est ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire que ceci qui est arrivé est si incroyable et inacceptable que la première réaction face à ça, c'est juste d'être incrédule, de ne pas croire. C'est impossible. Ce qu'on me raconte là, mais c'est quoi? Ce n'est pas possible. Ma femme est morte, etc. Ce n'est pas possible. Donc, je n'y crois pas. Et ce déni-là fait qu'on est mobilisé physiquement. Le cerveau nous donne l'énergie pour essayer de prouver que ce n'est pas vrai. Et ça, malheureusement, dans le cas justement des disparus, c'est un processus, c'est-à-dire un régime de fonctionnement du cerveau qui peut rester anormalement longtemps. C'est-à-dire que c'est du stress chronique. Et le stress chronique est dévastateur pour la santé physique. Donc, ce déni, en général, dure quelques jours. Parce que si on a la dépouille, si on a le cadavre, on a beau protester en disant non, 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 on finit quand même par se rendre compte que, voilà. Et à ce moment-là, on entre dans la deuxième étape qui s'appelle la négociation, bargain. C'est-à-dire, et si elle n'avait pas pris le train ce jour-là, et si je l'avais retenu, et si j'avais pensé qu'on pouvait partir plutôt en voiture, etc., peut-être que ceci ne serait pas arrivé. Et donc, on essaie un peu de rembobiner le film et de changer le scénario pour éviter, n'est-ce pas, de manière virtuelle, que cette catastrophe ne soit effectivement produite, ne se soit produite. Malheureusement, la réalité est là et on se rend compte que c'est vrai et c'est implacable. La troisième étape, c'est la colère. C'est-à-dire qu'on en veut à l'univers, on en veut au bon Dieu, on en veut à soi-même, on en veut. Et puis, et ça, mentalement, toujours, c'est quelque chose de très, très coûteux. Et la personne qui est confrontée à ça est encore mobilisée. Elle est encore mobilisée. Après cette colère, qui de toute façon ne modifie rien à la réalité, on se sent impuissant. C'est-à-dire qu'on a beau protester, on a beau négocier, on a beau se fâcher, on a beau tempêter, la réalité est là. Et on entre dans la quatrième étape qui s'appelle la dépression. C'est là qu'on dit les bras m'en tombent et vous voyez la détresse immense des gens qui veulent mourir de ça. Et ça peut durer longtemps. C'est quelque chose qui correspond maintenant à ce qu'on appelle la tristesse du deuil. Très bien. Cette tristesse peut durer très longtemps, une tristesse pathologique, et on en sort par la dernière phase qui s'appelle l'acceptation. J'ai voulu parler de ça pour dire que dans le cas des disparus qui n'ont pas le privilège d'avoir une dépouille entre les mains, ce processus reste en suspens et ça peut être néfaste pour leur santé. Très bien. Alors, il nous reste 60 secondes. 60 secondes pour sortir de l'émission. Je vais diviser les 60 secondes par 3, donc 20 secondes chacun. Maître Olivier Motin, en un mot pour conclure, quelle recommandation phare formulez-vous ce soir? La recommandation phare, puisqu'il s'agit de 20 secondes, c'est d'appeler les autorités compétentes de notre pays pour qu'enfin nous puissions légiférer dans la matière ferroviaire. Pour que si demain, en rappelant encore que personne ne souhaite revivre ça, pour que si demain, on a encore un événement comme celui-là, qu'on n'en soit pas à chercher, qu'on a épuisé dans notre législation. Très bien. Maître Dominique Fous. Je souhaite qu'on aille jusqu'au bout de ce procès et qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Qu'il n'y ait pas du dilatoire pour gagner du temps, parce qu'on a commencé par du dilatoire, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Parce que la dernière fois, le directeur de Camrail n'est pas venu. On a prétexté d'un déraillement à Gaoundéré. Donc, on commence à voir où ça va. Donc, je souhaite qu'on prenne en compte la détresse des familles et qu'on la prenne sérieusement. Et sans mépriser qui que ce soit. Donc, le procès se tienne sereinement et qu'on aille au bout du processus. Très bien. Maître Dissaké. Vous savez,
en 20 secondes. Bon, mon problème principal, c'est qu'on m'aide à retrouver mon épouse. Maintenant, je suis comme tous les Camerounais. J'espère que l'État camerounais vraiment prendra sérieusement cette catastrophe comme un exemple. Et j'en profite pour dire ici que je pense que ce procès aurait dû être délocalisé. C'est un calvaire qu'on impose aux victimes d'aller à Ezeka. Très bien. Docteur Herrero? Oui, dire que les traumas les plus destructeurs, les plus mortels, ne sont pas seulement des traumas physiques, qu'il y a des blessures éminemment destructrices qui sont invisibles. Et ça relève souvent de la santé mentale et qu'il est urgent qu'au Cameroun, on forme des professionnels de la santé mentale à la hauteur des défis comme ceux que nous a imposés cette tragédie d'Ezeka. Très bien. Merci pour vos différentes analyses. Je rappelle à toutes fins utiles que c'est bien la 4e émission que nous produisons dans le cadre de Regard Social sur les antennes de Equinox Télévision. C'est la 4e émission depuis le 21 octobre 2016 et évidemment, nous avons saisi Camrail et vous pouvez le constater ce soir. L'entreprise n'a pas daigné désigner un représentant pour apporter des clarifications sur ce plateau. En tout cas, merci donc pour votre aimable attention, mesdames et messieurs. Quelques remerciements spéciaux à des personnes qui nous suivent attentivement et qui n'ont pas manqué de témoigner de cette fidélité. Nous allons adresser de façon exceptionnelle des salutations à Ernestine du côté de Mbouda, qui est une fidèle téléspectatrice, à Gabriel à Pékin et d'Éric à Toronto. Voilà, c'est au Canada. Bien, merci pour votre aimable attention. Merci à vous aussi qui avez sacrifié de votre temps pour nous écouter ce soir. Merci au public qui est venu vivre l'émission avec nous ce soir. Merci à l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Évidemment, à toutes les victimes. Nous sommes inévitablement sensibles à votre quotidien, à cette douleur qui meuble votre quotidien. Mais retenez surtout que chaque jour est une vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. À très bientôt.